RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir. Nous recevons ensemble Christian Estrosi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors il y a quelque temps, vous avez dit ne pas être filloniste. Dans le livre « Il faut tout changer » aux éditions Albin Michel, où vous vous entretenez avec le journaliste Maurice Safran, vous dites rester sarkozyste. Alors, comment dire à la fois qu'il faut tout changer et rester fidèle à un homme politique dont les Français ne veulent plus? Vous nous expliquerez votre petite contradiction. Vous avez été aussi l'un des premiers, avant que l'affaire Fillon n'éclate, à réclamer un programme plus social, moins brutal. Mais en attendant, ce ne sont pas les propositions du candidat que l'on entend, c'est surtout le bruit des casseroles et la voix de certains parlementaires qui se cabrent. Ce matin, en réunion, François Fillon vous a dit, en clair, vous n'avez pas... À moi, rien, je n'y étais pas. Oui, vous n'y étiez pas. Bon, mais à vos collègues, effectivement, vous n'avez pas d'alternative à ma candidature. Alors, on va vous poser la question, est-ce que vous considérez qu'actuellement, l'ancien Premier ministre fait une campagne normal, qu'il est en capacité de le faire? Il avait demandé 15 jours pour convaincre, en quelque sorte. Quelle est votre conclusion au bout de ces 15 jours? Est-ce qu'il fait une campagne normale? Non, mais si vous me demandez si François Fillon fait une campagne normale, je vous dirais non. Ben oui. Mais est-il en mesure de le faire? Est-ce que le climat politique que nous connaissons dans notre pays, qui me rend quelque part malheureux, permet à un candidat, même aux autres candidats, puisque désormais la question qui est posée à tous les candidats dans une situation inédite. Jamais sous la Ve République, on a vu un président sortant ne pas se représenter faute de résultats et un niveau de popularité aussi faible. Jamais on a vu un ancien président de la République éliminé dès le premier tour d'une élection primaire qui ne lui permet pas de concourir. Jamais on a vu dans la primaire de gauche le Premier ministre qui apparaît comme le leader éliminé, lui aussi, de. Mais tout ça, c'était plutôt des nouvelles favorables à François Fillon. On voit bien que nous sommes dans un climat où notre victoire apparaissait inéluctable, parce que je crois qu'une majorité de Français veulent une alternance. Ils veulent une alternance qui vient de notre famille politique. C'est dans notre famille politique qu'ils espéraient, et sans doute qu'une grande partie d'entre eux espèrent encore. Et puis voilà que nous sommes dans cette cascade d'informations reliées avec par une les nouvelle médias, aujourd'hui d'ailleurs, avec la part de ce qu'il peut y avoir de juste ou d'injuste d'ailleurs, parce que nous savons bien souvent qu'on se rend compte des mois plus tard qu'il y avait une immense part d'injustice. Mais les choses sont ainsi. Et malheureusement, le débat démocratique que nous voulions avoir sur un vrai projet pour donner une nouvelle espérance à notre pays, nous ne l'avons pas aujourd'hui. Alors, avant de donner la parole à Frédéric, effectivement, on vient de l'apprendre à l'instant, le Canard enchaîné sort une nouvelle affaire, mais non pas sur François Fillon cette fois, mais très proche, sur son porte-parole, qui aurait eu des problèmes avec le fisc et suspicion de fraude fiscale sur le revenu 2010 et 2013. Alors, on n'en sait pas plus, ça va être difficile pour vous de commenter, mais bon, est-ce que comme ça, vu d'avion, vous dites c'est encore une casserole de plus à trimballer pendant la campagne? J'en vois tous les jours. Je vois Madame Le Pen qui était non, mais dans votre hier camp. dans ma propre ville. Écoutez, dans mon camp, je le vois. On peut dire... Thierry Solaire, c'est celui qui a organisé les primaires. Écoutez, sincèrement, épargnez-moi de me demander de commenter une dépêche en direct sur votre plateau où je n'ai rien compris. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Oui, c'est vrai que vous en saurez plus demain en lisant le Canard enchaîné. Et si vous en avez plus compris que moi à la lecture de cette dépêche, décryptez-la moi, parce que sincèrement, ce serait malvenu de ma part il y a un climat, de faire un commentaire. Oui. On voit que tout ça entretient un climat du tous pourri, et ce tous pourri, ça profite à qui? À ceux qui sans doute sont le plus pourris, à savoir le Front National. Oui. Alors, Christian Estrosi, vous disiez, avant qu'on fasse cet aparté sur Thierry Solaire, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose de la oui, mais bon, voilà. Vous disiez, finalement, aujourd'hui, nous sommes privés du débat démocratique qu'on aurait aimé avoir. C'est une déploration dans votre bouche. À qui faut-il en faire le reproche? Bon, d'abord, vous avez raison, ce mot déploration
qui est un beau mot du vocabulaire français, et qui est intéressant. Ça fait déjà de nombreux mois que je l'ai ressenti. Vous savez, ce qui m'a amené à avoir cet entretien avec Maurice Zaffran, publié par Albin Michel et qui est sorti le 9 février. On en parlera. Ouais. J'ai remis ce manuscrit fin octobre à Albin Michel. Je n'imaginais pas qu'en sortant le 9 février, ça sortirait dans ce climat. Mais au fond, je disais tout sur les conséquences d'une démocratie qui, depuis 20 ans, se renie, est incapable de se réformer, est enfermée dans des conservatismes de gauche comme de droite, qui nous conduisait inéluctablement à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Voilà pourquoi ce qui m'intéresse plus, c'est d'apporter une contribution à mon parti qui nous projette dans l'avenir à des changements profonds dont nous avons besoin, que de commenter une actualité qui aujourd'hui... Enfin, vous êtes membre du Parti des Républicains, vous avez été ministre. Malheureusement, il faut appartenir... Et aujourd'hui, vous constatez... Est-ce que vous me voyez appartenir au Front de gauche? Non, mais bien entendu. Est-ce que vous me voyez appartenir au Front National? Christian Estrosi, vous savez que tout cela, je les ai toujours combattus. Vous avez reconnu, vous avez dit, en effet, François Fillon ne fait pas une campagne normale, parce qu'il ne peut pas la faire. Et vous avez déploré, donc... que ce débat démocratique n'ait pas lieu. La question que je vous pose, c'est à qui faut-il en faire le reproche? Est-ce que, je vais la préciser la question au fond, est-ce que c'est à François Fillon lui-même qui s'est mis dans des conditions qui lui rendent cette campagne impossible? Est-ce que c'est à la presse, que François Fillon accuse parfois, qui en ferait trop autour de cette affaire? Est-ce que c'est aux officines, pour reprendre le langage employé par certains de vos amis? À qui en faites-vous le reproche? La presse fait son boulot, j'accuse personne. Simplement, lorsque je propose dans les solutions d'avenir qu'il y ait une vraie séparation des pouvoirs entre le judiciaire et le politique, que le judiciaire ne se mêle pas de politique dans n'importe quelles conditions et sur n'importe quel calendrier. Donc vous faites partie de ceux qui pensent tout comme que... le politique arrête de tirer à boulet rouge quelquefois sur les magistrats, ce qui crée forcément des troubles profonds de part et d'autre dans notre pays. Ça fait partie des réformes dont nous avons besoin. Je propose d'ailleurs que les juges qui sortent de l'école de la magistrature soient élus lorsqu'ils exercent une haute responsabilité et ne se la voient pas distribuer n'importe comment par le pouvoir en place. Alors justement, Christian Estrosi, sur ce que vous venez de dire, c'est important parce que les avocats de François Fillon contestent donc la compétence du parquet national financier. Certains pensent que, comme vous venez de le dire, la justice ne doit pas s'aventurer sur le terrain de la politique au nom de la séparation des pouvoirs. En clair, la justice... doit-elle opérer tout de suite? Vous nous dites non, mais en revanche, qui doit être le juge de paix? C'est le suffrage universel qui doit, dans le fond, juger François Fillon. Mais pour nous tous, nous avons besoin, à partir du moment où, quelques semaines à peine avant une échéance présidentielle, on commence à lâcher comme ça des informations dont personne ne peut dire aujourd'hui qu'elles sont légitimes ou illégitimes, qu'elles sont justes ou injustes. Donc il faudrait attendre la fin de la période électorale. Soit on accélère les choses pour dire, voilà, on tranche, il y a un vrai problème, il est légitime, et on prend les décisions qu'il faut. Soit on considère que simplement nous sommes dans un cadre qui ne méritait pas d'en arriver là, parce qu'il y avait une légitimité à ce que François Fillon ait un certain nombre d'activités qui ont été révélées par la presse, que certains connaissaient et que d'autres ne connaissaient pas. Moi, je ne sais pas. Je ne veux pas me prononcer là-dessus, puisque, un, je ne suis pas François Fillon lui-même. Deux, je ne fais pas partie de son équipe rapprochée. Trois... non, mais c'est pas ce qu'on vous demande, au fond. C'est de réfléchir maintenant aux conséquences et à ce que ça suppose pour la suite, compte tenu de cette situation, qui est une situation de quasi-empêchement, tout de même, aujourd'hui, pour François Fillon. Écoutez, pour l'instant, je vois... Il est empêché de faire sa campagne, je vois que... Il ne fait pas une campagne normale, vous l'avez dit. La Russie d'envoyer des messages assez désagréables à l'égard de M. Macron. Il y a ceux qui sont adressés à l'égard de François Fillon. Il y a les soupçons du journal du soir que vous venez de rappeler à l'égard d'un autre. Et je pense que dans les 2 mois de campagne qui restent, nous ne sommes à l'abri de rien. Donc je pense que dans les jours qui viennent, on y verra plus clair dans tout cela. Si moi, ce soir, sur votre plateau, j'étais un élément et un facteur de division de plus à l'intérieur de tout cela, je pense que si une solution doit émerger, ou si François Fillon doit pouvoir... de nouveau pouvoir développer sa campagne, parce qu'il serait temps qu'on lui permette aussi peut-être de défendre les arguments
que nous souhaitons voir mises en œuvre pour réformer notre pays, il faudra bien qu'il y ait dans notre famille politique des éléments qui soient des facteurs de rassemblement. Je ne veux pas être un facteur de division. Je serai, après avoir dit que je n'étais pas filloniste, que j'avais des désaccords avec lui au plan social, parler de ça, oui. des désaccords avec lui sur le message adressé aux classes moyennes, des désaccords avec lui sur l'augmentation de la TVA, des désaccords avec lui sur la manière de réduire la fonction publique d'État comme la fonction publique territoriale. En même temps, je vois que ce sont des éléments qui, petit à petit, sont pris en compte. Moi, vous savez, j'ai quitté le Parlement. Mais c'est important. Au moment où on dit, regardez, ils courent tous après des places, des titres, etc. J'ai fait le choix de quitter l'Assemblée nationale au mois de mai dernier. Ça prouve au moins une chose, c'est que je ne suis pas attaché à ces ors de la République dont on dit qu'ils procurent tant et tant d'avantages. J'ai voulu me consacrer à l'intérieur de cette grande nation que j'aime, qui s'appelle la France, à mon petit pays de 5 millions d'habitants, y consacrer mon énergie, lui apporter des solutions innovantes pour doper son industrie, sa production, sa politique d'innovation, créer des emplois. On parle sans arrêt de devoir... Enfin, certains disent qu'il va falloir débrancher Fillon, mais là, c'est vous qu'il faut débrancher, parce qu'on ne peut plus vous arrêter. Là. Je voudrais quand même qu'on écoute une dernière fois, parce que c'est vrai que tout tourne autour de l'affaire Fillon aujourd'hui, et même Jean-Christophe Cambadélis, le patron du Parti socialiste, en a ras-le-bol. Et c'est vrai, vous avez raison, on ne peut pas parler des vrais sujets. Donc on écoute quand même ce que disait Jean-Christophe Cambadélis et on en reparle. Le feuilleton Fillon, moi je dis, ça suffit. Il y a une présidentielle. Aujourd'hui, il y a des débats extrêmement importants. Et pendant ce temps-là, tranquillement, tout doucement, dans le silence le plus absolu, le Front National progresse. Personne ne peut installer un vrai débat. Donc il faut lever l'hypothèque Fillon. Il reste ou il s'en va, mais ça ne dure pas. Voilà, il fait le même constat que vous. Exactement. Mais quand il dit on lève l'hypothèque Fillon, comment on fait, est-ce que vous avez une solution? On lève l'hypothèque Fillon et il dit il reste ou il s'en va. Voilà. Oui, voilà. Et vous dites il reste? Il reste? Moi, je ne dis ni l'un ni l'autre. Je dis rentrons dans le débat des présidentielles. Mais vous voyez bien qu'on n'y arrive pas. C'est qu'il ne peut pas. Christian Estrosi, quand il dit François Fillon, c'est moi le chaos, parce qu'au fond, c'est ce qu'il dit. Est-ce que ça n'est pas d'abord présomptueux, peut-être, et d'autre part erroné? Est-ce qu'il n'y a pas, aujourd'hui, chez vous, dans votre famille politique, quelqu'un qui pourrait reprendre le flambeau, conduire une campagne présidentielle et peut-être aller jusqu'à la victoire? Nous sommes sans doute la formation politique qui a le plus de personnalités, qui ont de l'expérience, qui ont exercé des missions gouvernementales, qui sont des hommes et des femmes d'État. Et donc, je pense qu'en plus de cela, derrière notre projet, derrière celui qui pourrait l'emporter au présidentiel, nous sommes les seuls à pouvoir apporter une alternance de gouvernement avec une expérience derrière nous qui garantirait les réformes dont notre pays a besoin. Bon, moi, je n'ai pas l'intention de parler autre chose que des réformes que je préconise pour notre pays. Lorsque je dis il faut tout changer, encore une fois, ça n'est pas au moment où nous sommes dans cette tourmente. Si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que depuis 20 ans, on n'a pas voulu changer les choses. Que ce soit à gauche ou que ce soit à droite. D'ailleurs, vous critiquez Chirac. Vous dites dans votre livre, il avait un boulevard. Chirac, il pouvait réformer, il ne l'a pas fait. Mais bien évidemment. Bien évidemment. Et Sarkozy, vous allez me répondre qu'il a eu la crise. Il s'est laissé enfermer dans, je dirais, ce conservatisme de droite, comme d'autres se sont laissés enfermer dans les conservatismes de gauche. Au fond, à quoi sommes-nous confrontés dans notre pays? Une espèce d'aristocratie qui se prend pour une élite. Et là, on rentre dans le dur, j'allais dire, de votre livre. Qui n'est pas une aristocratie du sang, ni une aristocratie du mérite, qui est une aristocratie académique, qui est une aristocratie du mérite. Je vous promets que tout cela, on va en parler, mais je sens que Frédéric veut solder cette affaire Fillon. Mais je le sens impatient. Donc, parce qu'au fond, vous dites, l'important, c'est le projet, c'est les réformes. Mais est-ce que vous imaginez un seul instant que c'est moi, laissez-moi poser la question, vous verrez. France 24 qui solderait l'affaire Fillon? Bien sûr que non. Comptez pas solder sur moi. Entre nous, je veux dire. Je suis loyal à ma famille politique. J'ai dit que je n'étais pas filloniste, mais que je resterais loyal à ma famille politique. Donc, il n'est pas question, Christian Estrosi, vous dites la question, c'est le projet, c'est les réformes. Et vous avez dit, nous sommes sans doute la famille politique qui a le plus de personnalités, qui serait peut-être en mesure, aujourd'hui, de porter ces réformes. Précisément, un projet présidentiel, il faut bien quelqu'un pour l'incarner, pour le porter.
Donc la question, c'est de savoir si oui ou non François Fillon est présomptueux quand il dit « je suis le seul à pouvoir le faire ». Est-ce qu'il y en a Vous, d'autres, par exemple, à Nice, qu'est-ce qu'ils vous disent, les Niçois? Ça n'est pas à moi de le juger. Non, mais les Niçois, ils vous disent quoi? Ils vous disent c'est plus possible, on en a marre, ils trouvent quelqu'un d'autre, ou ils vous disent Fillon est formidable? Les Niçois me disent qu'ils sont très heureux de la manière dont j'administre leur vie. Ils vous parlent de rien d'autre. Ils sont magnétisés. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, peut-être si on a le temps. Vous avez été le premier à critiquer François Fillon, en tout cas son programme. Hein. Vous revendiquez, vous, en tant que gaulliste social, mais c'est bien ce qu'on disait, il me semble, de François Fillon lorsqu'il était séguiniste du côté de Philippe Séguin. Est-ce qu'il aurait muté comme ça d'un seul coup de gaulliste social en thatchérien? Vous voulez absolument me faire parler de François Fillon et moi je voudrais vous parler de mes idées pour la France. Alors vous voulez être candidat à l'élection présidentielle? Oui, alors dites-le à ce moment-là. On parle de votre vous nous le dites, on fera un scoop. Non, mais je vais vous dire autre chose très sérieusement. Il y a un peu plus d'un an, vous le savez, pendant un temps, vous m'aviez invité d'ailleurs, j'étais candidat aux primaires. Oui, et puis finalement... Et puis il se trouve que des indications ont démontré que dans ma région, une Le Pen pouvait l'emporter. Et que l'ensemble des forces de ma région, de ma famille politique, m'ont demandé de mener ce combat, estimant que j'étais sans doute le seul à pouvoir empêcher cette élection. Ça a été une période très difficile. J'y ai sacrifié toute mon énergie. On m'a même donné perdant dans les sondages pendant près de 4 mois. Vous avez été élu grâce aux voix de gauche. Ouais. Oui, enfin, j'ai été élu. Oui. J'ai été élu. J'ai été élu. Parce que le Front républicain... Et si vous pouvez m'expliquer ce qui se passera au deuxième tour des élections présidentielles, si ce n'est pas la même configuration que celle que j'ai eue en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, eh bien, expliquez-moi le contraire. Ça serait exactement la même configuration. Tout le monde sait aujourd'hui que Marine Le Pen sera présente au deuxième tour. Et tout comme M. Cambadélis, je fais la même analyse. Tout ce qui se passe aujourd'hui fait monter le Front national. J'entends bien. Mais ce que je pourrais vous rétorquer, c'est que pour les départementales... Pardon, je pourrais vous rétorquer que lors des départementales ou des régionales, le Front national était au second tour. Et entre les deux tours, les Français ont corrigé leur vote. C'est-à-dire qu'on promettait au Front national des dizaines de régions ou des dizaines de départements ou des vingtaines de départements. Ça ne s'est pas passé parce que les Français ont corrigé leur vote. Nous avons eu le risque d'avoir 2 Le Pen d'élus. Une au nord face à Xavier Bertrand et une au sud face à moi. Avec Xavier Bertrand parce que nous avons choisi exclusivement de nous engager dans ce combat et de dire que nous ne nous disperserions pas sur les primaires. Nous avons sans doute évité le pire, car vous ne commenteriez pas aujourd'hui l'actualité politique de la même manière s'il y avait eu une Le Pen présidente au nord ou au sud d'une grande région de France. Et je pense que vous en êtes consciente. C'est comme les Français qui ont voté. À partir de là, ce sont les Français qui ont voté. Et je pense que ces Français qui ont voté, ce sont les mêmes qui voteront. Et nous sommes sans doute les mieux placés, et par l'expérience qui est la mienne et pour m'en entretenir avec Xavier Bertrand, et dans les échanges que nous avons, nous mesurons que ce qui a menacé ces 2 grandes régions est ce qui menace la France aujourd'hui. Et plus on entretient le climat qu'on entretient aujourd'hui, plus on nourrit quoi ? Ceux qui, aujourd'hui, sont sans doute les moins vertueux dans la vie politique française. Parce que de ça, on n'en parle pas. Mais je pensais que Marine Le Pen, en venant hier à Nice, il venait pour répondre à la convocation d'un juge d'instruction. Il a déjà convoqué par 3 ou 4 occasions et elle ne s'y présente jamais. Non, elle est venue pour faire un numéro sur la promenade des Anglais, là où nous avons connu une tragédie épouvantable le 14 juillet dernier, avec des hommes, des femmes, des enfants de toutes confessions, de toutes origines, qui ont péri sous la main d'épouvantables barbares et de ce djihadisme islamiste insupportable. Elle est venue nourrir son message, qui n'a trompé personne, parce que venir 8 mois après sur la promenade des Anglais, légitime de son oui, point de mais vue. enfin, je n'ai vu personne rappeler à cette occasion qu'étant à Nice, elle n'a jamais répondu à une convocation qui lui vaut aujourd'hui une demande de levée d'immunité parlementaire devant le Parlement européen. On marque une pause, Christian Estrosi, on se retrouve dans 5 minutes, on fait un tour d'horizon de l'actualité, on attendra tout de suite.